Bonjour Gilbert Potier. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations internationales à Médecins du Monde. C'est un choc, véritable choc mondial, évidemment, après ce terrible séisme, un tremblement de terre, le plus important depuis 80 ans. 7,8 sur l'échelle de Richter. 3200 morts, c'est un bilan très provisoire. 6500 blessés. Cela fait 4 ans qu'on parlait de risque de séisme au Népal, mais là, l'urgence est là, bien présente. Il faut sauver ce qui peut encore l'être. La France va envoyer demain un avion. Vous serez évidemment avec Médecins du Monde dans cette urgence. Vous dites quoi aujourd'hui, Gilbert Potier ? Je dis que on est en attente puisque ça fait plus de 48 heures maintenant. Ça va faire 48 heures que le séisme est survenu. On sait qu'on a un certain délai pour agir et que plus on est proche du séisme, plus on peut sauver tout ce qui est la partie sauvetage et déblaiement. On a vu que les Népalais ont une très forte solidarité. Ils s'emploient à ce sauvetage et déblaiement. Je pense qu'on peut les aider à absorber tout ce qui n'a pas encore été absorbé jusqu'à maintenant. Oui, vous avez dit que les 72 premières heures sont les plus terribles, les plus nécessaires. Est-ce qu'on n'a pas perdu de temps ? Alors, on ne perd jamais de temps parce qu'il faut savoir que les nationaux, les Népalais étaient sinon préparés, du moins ils savaient qu'il y avait un risque de catastrophe. Ils ont des hôpitaux, ils n'imaginaient pas la force et l'ampleur du séisme. Ils ont donc géré ça dans les hôpitaux. Je trouve que sur les images qu'on voit, ils l'ont géré plutôt bien, avec sérénité, avec un certain professionnalisme. Donc ça laisse augurer du meilleur pour pouvoir les aider, parce qu'on va s'intégrer dans un système qui n'est pas complètement déstructuré. Et donc c'est là où on est le plus efficace. Vous avez déjà du personnel sur place, qui était sur place d'ailleurs. Voilà, il se trouve que nous, on avait une mission qui était une mission de développement sur de la santé des femmes, des mères et des enfants. Et donc on avait 2 coordinatrices qui se trouvaient à Katmandou par hasard, parce que la mission est à 45 km de Katmandou. Donc il y a eu à vivre de manière très forte et même un peu choquante le séisme, parce que ça a été puissant. Ils avaient des répliques toutes les 20 minutes, et c'est ces fameuses répliques qui nous empêchaient d'arriver sur l'aéroport, puisque l'aéroport a été ouvert au secours humanitaire, fermé au commercial, mais du coup, les autorités, de manière logique, ne donnaient pas d'autorisation d'atterrir. Oui, cela fait 4 ans qu'on dit qu'un tremblement de terre comme celui-là est possible. Oui. Alors, il y a des mesures de prévention sur la population pour l'éduquer. Je pense qu'on est choqué de voir les gens dans la rue dormir un peu sous la pluie puisque la météo n'est pas favorable. C'est mieux d'être dans un espace découvert plutôt que dans des bâtiments qui sont ébranlés par des secousses et par les répliques. Donc c'est pas si mal qu'il se soit fait comme ça. Après, c'est comment les autorités peuvent se préparer sur le plan d'organisation des secours. On a des informations qui sont un peu disparates. Je pense qu'ils ont été eux-mêmes surpris par l'ampleur. Voilà, ce que je peux en dire. Moi, je regarde un peu le côté santé. On sait que pour une organisation des secours, si on ne répète pas les plans avant la catastrophe, c'est toujours compliqué de l'improviser le jour de la catastrophe. On voit ces images, Gilbert Potier, ensemble. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qui est le plus urgent ? De quoi a-t-on le plus besoin sur place ? Alors, on a besoin, nous, sur le plan médical, alors on a besoin, dans une catastrophe comme ça, des professionnels qui savent faire du sauvetage et déblaiement pour la partie décombres. Et on a besoin de professionnels médicaux qui savent prendre en charge les gros traumatismes. Parce que les gens sont écrasés, il y a des traumatismes de compression, et ensuite, il y a beaucoup de traumatologie qui n'est pas forcément très importante, mais qui, ne sachant pas où aller, vont dans les hôpitaux. Donc il y a un problème de tri et d'organisation des zones qui sont sinistrées. Et ça, ce sont des choses que les professionnels, à la fois du sauvetage et déblaiement et des médicaux qui interviennent dans l'urgence, savent faire. Oui, alors on parle de besoin de générateurs, on parle de besoin donc de tentes, de médicaments, évidemment d'urgence. Alors voilà, on est organisé dans notre jargon en termes de kits. Donc quand on dit un kit, on sait que c'est 1000 personnes pour la chirurgie. Alors qu'on envoie 2 kits de 1000 personnes, ça fait 2000 personnes qui vont être prises en charge pour la chirurgie. Des kits 10 000, ça veut dire 10 000 personnes prises en charge pour les soins pendant une durée fixe. Et donc, si on envoie 2 kits 10 000, on peut prendre 20 000 personnes en charge. Puis alors après, il y a tout ce que vous appelez les appuis non médicaux. C'est oui. Voilà, donc nous, on envoie la nourriture également, voilà, bien sûr. On envoie plus de personnes de la logistique, et on est en partenariat avec Solidarité Internationale sur la partie logistique qui concerne l'eau, la sanitation et l'hygiène, qui sont au moins aussi importants. Et vous avez l'Action contre la faim aussi. Alors, il y a d'autres ONG. Là, on était à peu près 8 ONG françaises à se coordonner ici. Il y en a 3 qui partiront parce qu'ils ont des missions là-bas, et les autres sont en appui ou en réserve. Oui, alors François Hollande a annoncé donc l'envoi demain de moyens supplémentaires. La France est là. Les moyens sont suffisants pour vous ? Alors moi, les moyens sont jamais suffisants. Ce qu'il faut se méfier, c'est les effets d'annonce. Parce qu'entre le moment où on dit qu'on fait quelque chose et ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe ? Là, de sûr, il y a les Norvégiens qui proposent de l'aide, les Allemands envoient de l'aide, les Français envoient des équipes. Donc un avion gros porteur qui va partir demain, va décoller demain, ça, où il y aura du personnel médecin du monde à bord. aussi, oui.
Oui, il y aura surtout du matériel. Oui. Le personnel quel va type en de vol matériel direct sur un- et pour quelle efficacité? Alors nous, on est sur la partie chirurgie, médecine, et puis la partie, ce qu'on appelle, alors en anglais, je ne sais pas comment le traduire, mais tout ce qui est non médical. Et après, on trouve aussi des choses sur place, parce qu'on avait un plan de contingence là-bas qui nous permettait déjà de savoir comment se préparer à une catastrophe. Oui, ça veut dire qu'il y a un véritable appel à l'aide internationale qui est lancé aujourd'hui et qui est reçu. Alors, nous, on lance un appel aux dons parce que c'est toujours quelque chose qui est facile à faire quand on a des dons, de les transmettre sur le terrain. Et après, comme on était préparé, donc on a engagé des fonds, et si évidemment un relais de ces fonds, c'est une bonne chose. Et puis ensuite, il y a les 72 premières heures, mais il y a les 10 premiers jours où il faut continuer à déblayer, la réhabilitation des centres de santé pour continuer à pouvoir travailler, et puis après, tout le suivi de ces blessés, parce que les blessés qui sont afflués dans les hôpitaux, après, il faut les suivre. Donc si les chirurgiens étaient débordés, ils seront débordés par le suivi. Donc il y a un vrai partenariat à faire avec les Népalais, et c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire on va là où ils ont besoin d'appui. Parce que sinon, on se retrouve dans les mêmes problèmes qu'en Haïti. On fait des structures qui sont autonomes, mais quand on veut les arrêter, l'État népalais, il n'a pas les moyens de le faire. Oui, c'est-à-dire qu'un véritable partenariat attendu par les autorités népalaises. Ça se passe bien avec les autorités népalaises? Alors, vous savez que les autorités, ils n'aiment pas trop que des organisations non gouvernementales arrivent. J'espère que ça se passera bien sur le plan de la coordination, parce que ce qu'on demande, la coordination, nous on se met derrière. Donc là, ça se passe plutôt bien dans ces cas-là. Parce que si on a le matériel et si on fait de la coordination, en général, c'est plutôt bien accueilli. On parle de possibles répliques encore d'ici 10 jours. Alors, Tout peut recommencer encore. Non, je crois. Enfin, je ne suis pas sismologue, hein, mais ce que j'ai entendu, c'est que les répliques la plus forte, c'est dans les 48 heures ou dans l'immédiat, et qu'il peut y avoir encore une réplique qui serait importante. C'est une zone de plissement qui est une zone très forte de plissement, donc on sait que c'est une zone où les répliques, enfin en tout cas les séismes sont puissants. Oui, vous vous dites aujourd'hui à Médecins du Monde, l'urgence nous appelle et aujourd'hui il faut une véritable mobilisation internationale. Quand je disais 80 ans qu'on n'avait pas vu un séisme de cette ampleur. Voilà. Alors, ce qui rend les choses difficiles, c'est-à-dire que là on est sur Katmandou, 2 500 000 habitants, c'est déjà une concentration, c'est là où il y a eu... Alors on dit que quand on est en zone concentrationnaire, si on a un mort, on peut avoir 5 blessés, si on est plutôt à la campagne, en zone rurale, habitat dispersé, c'est plutôt 3 blessés pour un mort. On n'a aucune idée du bilan d'ailleurs de Katmandou, parce que là, les images viennent de Katmandou. Vous appréhendez ce que vous pouvez découvrir sur place? En tout cas, si on regarde ce qui s'était passé dans les années 30, où il y a eu un séisme d'une telle ampleur, il y a eu beaucoup plus de morts qui sont apparus dans les suites du bilan. Je ne sais pas comment on va explorer les vallées dans toute la région autour du Népal. Merci beaucoup, Gilbert Potier, donc le directeur des opérations internationales de Médecins du Monde, d'être venu sur TV5 Monde après donc ce terrible séisme. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.